Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à la seconde partie des jeux de ma ludothèque que j'ai revendus. Donc il y avait une première liste de jeux plus ou moins connus, plus ou moins intéressants, qui ont été revendus, mais en fait en refaisant mes petites notes, j'en ai oublié encore pas mal, enfin en plus de tous ceux que je voulais mettre en partie 2, donc il y aura peut-être un petit peu plus de jeux sur cette vidéo. Donc je vais commencer déjà par un autre sacrilège qui est de revendre un jeu de Vladas Vatil. Donc Vladas Vatil, c'est quand même le créateur de Mage Knight. Donc Mage Knight, c'est quand même un monument du jeu de société. En plus, bon, il a fait Codename, hein, qui est finalement un jeu qui a beaucoup marché, qui est très grand public, donc qui est un jeu marrant en plus. Donc il peut passer de l'extrême complexité à des jeux très simples. Donc c'est vraiment très sympa. En plus, CGE, donc les jeux tchèques, ils nous sortent parfois des belles petites pépites. Donc il y avait Dungeon Lords qui date quand même de 2009. Et pareil, ce jeu-là, c'est en plus une Madeleine parce que il renvoyait aux jeux vidéo des années, je crois, allez, 90 peut-être, aux alentours de ça, où on jouait un méchant seigneur du chaos qui était lâchement agressé par des troupes de héros, de paladins, de guerriers, de clercs, et donc il fallait faire prospérer son petit royaume et résister aux assauts des héros. Donc c'était vraiment une inversion hilarante, et le jeu vidéo était hilarant parce qu'on ramassait ces petits gobelins qui couinaient de partout. Donc on retrouve justement dans ce jeu-là pas mal de mécanismes sympas. Alors la lecture des règles est quand même un petit peu fastidieuse. Vous avez un plateau qui est finalement assez fonctionnel, mais qui est pas simple. En plus, bon, l'iconographie, voilà, la lecture du jeu et l'iconographie se veut drôle, et ça marche plutôt en fait. Mais voilà, bon, ça reste du 2009, donc on voit un petit peu la patte. Après, il y en a d'autres qui ont fait pas mieux. Et donc les règles étaient quand même un petit peu compliquées, en sachant qu'il y avait 4 saisons, mais deux modes de jeu principaux, donc une phase de conclusion hiver où les héros attaquaient réellement le donjon. Donc je me souviens plus très bien parce que ça fait quelques années que j'ai revendu, mais voilà, il y avait une explication de règles qui devait être un petit peu costaud quand même. Et finalement, un jeu de placement d'ouvriers, hein. Donc en fait, selon la place où vous vous placez, vous avez plus ou moins d'avantages, en sachant que c'est pas forcément, je crois, la première place qui est la meilleure. Donc je me souviens plus exactement. Puis bon, c'est vrai que l'iconographie me parle plus tellement. Donc voilà. Donc il y avait plein de petits trucs comme ça. Par contre, ce qui était vraiment génial, c'est qu'il fallait recruter des monstres pour son donjon, qu'on avait des petits diablotins qui travaillaient pour vous. Un autre aspect que j'avais peut-être moins aimé, c'est qu'il fallait placer ces couloirs pour les optimiser, pour faire une grosse salade de points à la fin du jeu. Voilà. Malgré franchement le côté Madeleine qui est exceptionnel, puisqu'on on achète des monstres, on se fait attaquer par des voleurs qui ont des pouvoirs spécifiques, des paladins qui ont des spécifiques. Ça faisait beaucoup de règles dans un simple jeu de placement. Donc il y avait une espèce de jeu d'aventure mais antagonique. Donc finalement le jeu, je me sentais jamais trop de l'expliquer. J'ai pu y jouer une fois chez un copain, donc j'étais très content parce que j'avais pas à expliquer les règles, et en plus je pouvais y jouer alors que je connaissais plus ou moins les règles, et en plus j'avais un petit rappel. Donc vraiment ça a été le jeu. Je me suis dit bon, j'ai pas forcément envie de le sortir si des copains viennent à la maison, j'ai pas forcément envie de le ramener, j'ai pas envie de passer 30 minutes d'explication de règles, en sachant que le jeu nécessite peut-être une partie au moins d'ajustement, parce que faut comprendre quels monstres sont intéressants à recruter, dans quelles circonstances. Il y a une espèce de course à la réputation. Faut pas avoir une trop mauvaise réputation, sinon les héros viennent vous baffer en premier. Donc voilà, je me suis dit c'est un peu lourdeau comme jeu, malgré le côté Donjons et Dragons qui est exceptionnel, le côté du rappel, du fan service un petit peu, hein, qui a. Donc finalement jeu revendu, et puis voilà, j'espère que ceux qui l'ont depuis s'amuseront. Mais voilà. Sacrilège de revendre un jeu de Vladas Vatil, je trouve, mais bon, fallait faire de la place. Donc le même sujet est toujours un petit peu récurrent. Voilà, donc maintenant, autre jeu.
Yokohama. Donc Yokohama, c'est un jeu d'origine japonaise. Alors là, vous avez sur la boîte version japonaise, mais bien évidemment, il était en français ou en version anglaise. Donc là, il y avait une boîte française qui était sortie. Donc le jeu date de 2016. Alors je ne sais pas si le jeu est très connu. En tout cas, j'en connais. Enfin, il y en a quelques-uns qui le connaissaient. Et en plus, il a été réédité en version duel. Je vois pas trop l'intérêt. Je voyais pas trop l'intérêt, mais ça a été fait quand même. Et en plus, vous l'avez sur BGA. Donc c'est vrai que j'ai été plutôt surpris de le retrouver sur BGA. Mais ce petit jeu, voilà, il est plutôt comme les quelques jeux japonais auxquels j'ai joué. Plutôt bien, comment dire, plutôt bien équilibré, bien filtré, subtil, avec beaucoup de rejouabilité. Donc c'est un jeu à la base où on est censé jouer des espèces d'artisans de Yokohama, et on va aller d'un endroit à l'autre de la carte pour essayer de chercher des ressources, et d'autre part utiliser ces ressources pour réaliser des missions. Le petit twist sympa du jeu, c'est qu'en fait, au début de tour, vous posez 3 petits cubes, et vous pouvez en gros en placer que un par case, ou sur les 3 cubes, ou sinon vous pouvez choisir de placer 2 cubes sur une même case. Et en fait, plus il y aura de cubes sur la case, plus vous aurez une intensité pour faire une action forte sur cette case, en sachant que vous aurez un petit artisan qui va se balader sur la carte pour activer ces cases. Voilà, donc bon, à la base plutôt simple. Ce qui était super marrant, c'est qu'en fait toutes les petites tuiles que vous voyez, les petits carrés comme ça, en fait le placement était aléatoire, quasiment aléatoire, donc vous pouviez avoir des tableaux complètement différents pour réaliser vos actions. En plus, il y avait un système de rivière de cartes pour dépenser votre argent, des systèmes de rivière de cartes pour gagner des petites technologies, donc plein de petits mécanismes vraiment très fins et très intelligents. Et vraiment, le jeu est vraiment super, hein. Si on me le repropose, j'y rejoue avec plaisir. Encore que, oui, enfin j'y rejoue, quoi, il n'y a pas de souci. Donc vraiment le jeu très subtil, mais finalement pas forcément une grosse envie d'y rejouer. Pas forcément. J'ai fait pas mal de parties. En plus, j'y ai joué quelques fois sur BGA, donc finalement je me suis dit bon, si je veux y rejouer, je vais sur BGA. Donc pourquoi le garder si j'ai pas forcément plus envie que ça de le ressortir. C'est vrai qu'il est pas super beau, donc enfin moi je le trouve pas super beau. J'ai essayé de récupérer des pièces de yens pour avoir des pièces en métal, parce que franchement j'avais joué avec une version deluxe, et vraiment le plaisir du jeu était vraiment décuplé. Malheureusement j'ai pas trop trouvé, donc voilà, j'ai préféré le revendre et faire de la place, tout simplement. Voilà, sujet un petit peu récurrent que je peux avoir. Voilà ce que ça donne un petit peu en version un peu plus joueur. Voilà, on retrouve les pièces en métal. Et voilà, vous avez sur la gauche les petites cartes pour le joueur de mission. Voilà, avec des ressources, vous faites des points de victoire et vous avez un peu d'argent. Donc vraiment des mécanismes bien sympas, un tableau qui change, une super rejouabilité. Après, le principe reste le même, hein, mais voilà, vraiment un jeu très très sympa, que j'ai revendu aussi, hein, pour les raisons que vous connaissez. Voilà. Voilà, autre jeu que j'ai revendu aussi, c'est Caverna. Alors Caverna, vous voyez, les notes sont plutôt bonnes. De 1 à 7 joueurs, je crois qu'il ne faut pas rêver de jouer à 6 ou 7, sinon les tours vont être interminables. Donc un jeu assez gros, qui est un peu dans la suite de Agricola, qui est une version peut-être un peu plus malléable, un peu plus facile à jouer d'Agricola. Enfin, en tout cas, ça m'a été expliqué comme ça, parce que j'ai très peu joué à Agricola. Et en tout cas, voilà, un jeu qui est mignon comme tout, parce que cette fois-ci, vous jouez des nains qui à la fois vivent dans des cavernes et aménagent leurs cavernes, mais aussi qui vont aménager des terrains pour faire de l'élevage. Donc bon, les nains éleveurs de moutons, c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas. Voilà, donc il y a le côté Agricola qui était sympa que vous retrouvez, le côté aussi un petit peu aventure avec les nains, donc qui creusent des galeries, donc c'est plutôt logique pour le coup, qui vont essayer de retrouver des mines de diamants, des mines de ressources, etc., qui vont aussi se reproduire, pourquoi pas, après tout c'est des nains, et donc vraiment plutôt sympa. J'avais plutôt bien aimé la partie, je l'avais racheté,
Et puis surtout que à l'époque où j'y ai joué, il était quasiment introuvable. Il n'y avait pas de réédition, donc heureusement il a été réédité il y a quelques années, mais il était introuvable et il était super cher en occasion, etc. Puis à un moment, quand ça a été réédité, bah, je sais pas pourquoi, il a vraiment pas dû marcher. Ça a dû faire peur. La boîte est quand même assez énorme, hein, donc ça a dû faire peur aux gens. Il était vendu quasiment 80 euros la boîte, voire plus de 80 euros. Puis je l'avais retrouvé à 40 balles, donc je l'ai acheté. Et puis finalement, je me suis dit, ouh là, même s'il y a un mode solo, on doit battre son score, c'est compliqué. Et je me suis dit, est-ce que je vais vraiment avoir le temps d'y rejouer, avoir les joueurs pour y rejouer? Euh, c'est pas facile à sortir parce qu'il faut vraiment avoir des joueurs qui aiment l'Eurogames. Euh, les règles, bon, sont pas si compliquées que ça, mais voilà, c'est du Agricola. Mais voilà, et en plus, il y a, vous voyez toutes les figurines qu'il y a, enfin toutes les figurines, tous les jetons, les tokens qu'il y a, les ressources. Il y a plein de ressources, donc l'installation est très longue, au moins un bon quart d'heure, il me semble, de mémoire. Donc voilà, le jeu peut être les yeux plus gros que le ventre, énorme, pas sûr de le sortir souvent. Donc je me suis dit, allez, revente, voilà. Comme ça, c'est réglé. Voilà. Voilà, alors après les gros jeux lourds, on repasse un petit peu sur du plus soft, vraiment du plus soft. Donc avec, bah, ils appellent ça Proving Grounds, mais c'est le défi de l'arène. Donc un jeu vraiment pur solo, qui est, alors je crois qu'il y a de Renegade, alors je crois qu'ils avaient fait là, le Warp's Edge, que pour le coup j'ai gardé, que j'apprécie beaucoup. Donc à l'époque, bah, parce que je crois qu'il sort de 2019, donc j'étais plutôt content d'avoir trouvé un jeu un petit peu solo, vraiment designé solo, donc plutôt bien. J'avais une vidéo qui m'avait un peu convaincu. Donc le principe, il y a une grosse partie narration comme dans Warp's Edge, où vous en font des tonnes. Mais en gros, vous êtes une princesse ou une reine qui a été jetée dans l'arène et qui doit prouver son honneur et sa valeur sur l'arène. Plus concrètement, vous vous retrouvez, bon, toujours dans une arène, mais ça va être un jeu de dés en temps réel. Donc ça, c'est assez marrant. C'est pas forcément le temps réel. Ça, il y en a très très peu des jeux en temps réel. C'est toujours, je crois qu'on n'arrive toujours pas à trouver un bon système. Je crois qu'il y a XCOM qui est sorti en temps réel, peut-être Space Alert, je me souviens plus, mais voilà, c'est quand même très rare. Donc celui-là était en plus un jeu où vous avez en fait un chrono d'1 minute et vous devez faire des combinaisons ou des scores avec les dés pour éliminer des cartes. Donc c'est plutôt simple. Évidemment, les cartes ont parfois des effets quand vous les jouez ou quand vous les sortez ou qui vous empêchent de faire ça. Et ce qui est rigolo, c'est que comme c'est un jeu en temps réel, eh bien vous le relancez les dés autant que vous pouvez et vous avez, je sais plus, 30 ou une minute, 30 secondes ou une minute pour faire les meilleures combinaisons possibles. Donc il va falloir lancer les dés pour faire la meilleure combinaison possible, donc pour éliminer des cartes. Donc c'est plutôt pas mal comme idée, comme concept. Et puis le problème, c'est que finalement ça tourne un petit peu en rond. Alors j'avais fait le premier niveau qui était vraiment un premier niveau très basique, enfin très basique, non pas tant que ça, mais et il disait bah, c'est pas, faut pas s'arrêter là, il faut continuer. Et puis j'ai continué un petit peu et puis j'ai pas trouvé ça. J'ai eu tout le temps l'impression de faire la même chose. Ça m'a pas accroché plus que ça. J'ai apprécié mes premières parties, mais en fait non, en fait pas du tout. Donc voilà, revendu. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc autre petit les 7 Ronins, donc là plutôt sympa comme thématique puisque c'est un jeu à deux, en un contre un. Et donc vous êtes censé jouer soit des ninjas qui attaquent un village, soit justement les Ronins, les 7 Ronins qui défendent ce village, qui défendent les paysans, donc une atmosphère un petit peu à la Kurosawa. Donc les 7 samouraïs évidemment et donc voilà, c'est plutôt sur ce qui est proposé, ça donne plutôt envie. En plus, vous avez des petits renins qui sont un petit peu atypiques et qui ont des petites capacités qui les personnalisent, donc c'est plutôt sympa. Et bien finalement, on se retrouve dans un petit jeu de guessing où on doit deviner où est l'autre et où on va un petit peu concentrer, enfin le joueur attaquant, les ninjas, hein, vont devoir un petit peu concentrer leur force. Donc en fait, vous avez un certain nombre de shurikens ou de troupes et vous allez lancer des assauts sur certaines zones
et quand vous prenez certaines zones, bah, ça a des conséquences un peu sur le jeu. Donc bah, c'était plutôt pas mal comme jeu en fait, objectivement. Sauf que finalement, le problème c'est que finalement quand on fait 4-5 parties et qu'on explique le jeu à quelqu'un, et bah forcément c'est moins bien pour lui parce que vous jouez un peu mieux, mais aussi voilà, ça s'équilibre pas très vite. Je vais trouver le jeu un petit peu redondant aussi, pareil, qui est vite répétitif. Et puis j'ai l'impression qu'il y a un peu des stratégies qui sont plus efficaces que d'autres. Donc voilà, je trouve que malgré le thème, malgré le matériel est vraiment chouette, hein. Il y avait vraiment du chouette matériel, des chouettes personnages, une chouette thématique, mais pourtant, bah voilà, j'ai pas trop accroché. Alors ouais, ce qui était marrant dans cette illustration, c'est que justement vous avez un cache, chacun un petit cache devant soi où il place bah, ses offensives, voilà, avec ses petits jetons en bois. Je crois que c'est un peu, ça représente un peu ses troupes de ninja, hein, c'est pas du shuriken, mais bon voilà, vraiment le matériel était vraiment très chouette. J'ai bien aimé le design et tout, mais voilà, c'était pas, ouais, ça, c'est pas catchy et donc faut choisir. Alors on reste un petit peu dans la confrontation, cette fois-ci pas à deux mais plutôt sur du un peu plus costaud, du 3 à 5 joueurs, donc avec Mare Nostrum. Donc en gros ça joue dans l'Antiquité et bah, en plus de juste jouer de la confrontation, d'être un simple jeu de confrontation, il va y avoir en fait des échanges de ressources et d'économies. Alors ça joue de 3 à 5 joueurs et avec l'extension de 2 à 6 joueurs. Et donc vous allez jouer des civilisations antiques qui vont s'affronter sur le bassin méditerranéen. Et entre elles, eh bien, il y aura du challenge pour récupérer, je crois, des monuments et aussi pour échanger un maximum de ressources, pour avoir des monopoles. Donc c'est plutôt bien pensé avec un volet un petit peu économique et politique du jeu et une volonté bah, de gagner un petit peu, de conquérir. Donc c'était plutôt sympa, ça rappelait les jeux un peu à l'ancienne. D'ailleurs ce jeu-là à la base je crois qu'il date de 2003 et qui a été rethématisé par des Français en 2015-2016, je sais plus exactement. Et donc c'était un jeu vraiment bien. En plus j'avais une version avec les jetons de poker. Donc au lieu d'avoir des ressources, je sais plus quoi en carton, il y avait des jetons de poker. Et là bon là, donc autant dire que cette boîte pesait des tonnes, mais par contre c'est vrai qu'en termes de sensation, d'échanger des jetons de poker, c'est exceptionnel quoi. Donc la principale difficulté du jeu finalement, enfin ça a été plus ces durées de jeu qui étaient plutôt longues, je crois que c'est au-dessus de 4 heures. Réunir voilà, des joueurs qui ont envie d'y jouer, qui ont envie de faire qui peuvent jouer plusieurs heures, c'était pas forcément très évident, donc j'ai préféré laisser tomber parce que c'est typiquement le genre de jeu que vous pouvez pas jouer en une soirée quoi. Entre 8 heures et minuit, c'est pas forcément ça tient pas forcément. En tout cas, je crois pas. Et donc voilà, et puis même ça fait même un peu tard aussi parfois, donc voilà, j'ai préféré passer à autre chose, mais voilà, si quelqu'un me le propose et qu'on a le temps, bah avec plaisir j'y jouerai, même si bon j'ai peut-être un petit peu rouillé au niveau des règles, vu que je sais qu'il y a une communauté qui y joue, qui vraiment adore ce jeu, et je comprends qu'on puisse adorer ce jeu-là, mais bon. Si on n'a pas des joueurs réguliers, ça servait à rien de le stocker dans les placards, hein. Donc malheureusement, sans que c'est un jeu qui ait tant de défauts que ça, hein, en tout cas c'est pas les défauts qui m'ont fait revendre, c'est plus l'opportunité de le ressortir aussi qui n'était pas très forte, hein. Et ensuite, voilà, sans transition, on passe à It's a Wonderful World, qui passe dans un monde plutôt dystopique, plutôt futuriste. On quitte l'Antiquité, mais on reste sur un jeu français, donc plutôt bien. Et It's a Wonderful World, alors c'est un jeu qui a je pense, plutôt bien marché, hein. En tout cas, il s'est vendu dans le cadre d'un KS qui était plutôt sympa, où on pouvait directement acheter le jeu, enfin récupérer le jeu en boutique plutôt que payer des frais de port. Donc ça, vraiment, c'était sympa. Ensuite, ce jeu, bah, sur la terme de thématique, c'est un peu, finalement, c'est pas si simple à expliquer, puisqu'en fait, il va falloir faire
un jeu à moteur, hein, donc vous allez piocher des cartes. Ces cartes, vous allez pouvoir les jouer à condition d'avoir les ressources nécessaires, et les cartes que vous allez poser vont vous permettre d'avoir des ressources de meilleure qualité. Ces ressources de meilleure qualité vont vous permettre de poser des cartes de meilleure qualité. Donc en gros, vous créez un moteur de ressources pour avoir un moteur de ressources de plus en plus puissant et efficace, et poser des cartes qui rapportent de plus en plus de points de victoire, ou qui produisent des ressources superbes. Donc le jeu en soi, il est vraiment pas mal, dans le sens où il joue en 3 quarts d'heure, à 4 ou 5, il est assez intense. Alors la première fois que j'ai joué, j'ai vraiment pas aimé. J'ai pas aimé parce que j'ai trouvé le jeu un peu trop froid. On passe son temps vraiment à calculer, ça fait un peu chiffrer les lettres. On calcule, on calcule, on calcule. On essaie de voir les combinaisons, on subit un petit peu le jeu, enfin les cartes plus exactement. Alors on y joue avec ou sans draft, hein, c'est un peu comme à Terraforming Mars. Le draft est a priori indispensable, hein, donc faut y jouer avec le draft, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà, bah j'y ai joué, j'ai essayé de faire quelques parties solo, c'était sympa en plus en partie solo, mais finalement je suis vraiment pas fan du jeu, enfin pas fan. Je déteste pas le jeu, loin de là, j'y rejoue de temps en temps quand on le propose, parce que l'avantage de ce jeu là, c'est que finalement il joue jusqu'à 5, donc il n'y a pas toujours des jeux qui jouent à 5, et même si on est 3 ou 4, il y a toujours tout le monde qui sait plus ou moins y jouer, et il y a toujours... c'est marrant de faire une partie, quoi, voilà. Et ça dure moins d'1 heure, c'est plutôt intense, on y réfléchit. Par contre, ça se joue dans un silence glacial. Chacun va piocher ses cartes. À un moment, on va dire qui produit du gris, moi 5. Qui est le plus gros producteur, moi. Pareil pour les noirs, les verts, les... Enfin voilà, je crois que certaines sont des ressources scientifiques, économiques, militaires, etc., etc. Voilà. En tout cas, le jeu a très bien marché, c'est tant mieux. C'est un bon jeu. Je pense qu'en plus, il est pas mal en solo, objectivement. Voilà. Mais bon, finalement, c'est pas le jeu que j'ai envie de sortir. Donc, quand on a déjà beaucoup de jeux, faut rationaliser. Donc, voilà. Un jeu revendu là aussi. Et on repasse un petit peu sur du jeu Star Wars. Donc là, bon voilà, hein, y a une communauté, il y a des fans, il n'y a pas de souci. Et on va parler d'Assaut sur l'Empire. Voilà, Imperial Assault de son nom en anglais. Donc un jeu qui a presque 10 ans maintenant, comme quoi le temps passe. Et qui descendait, au niveau de sa mécanique, je crois, de descente. Et qui nous venait de Korey Konieczka, donc un auteur très prolifique de jeux à mer trash, c'est-à-dire avec d'énormes lancers de dés de partout, une illustration vraiment superbe, moi je trouve. Déjà on voit que le jeu est sympa, que j'avais acheté d'occasion pour le coup en plus, et parce qu'il était cher, je crois que c'était déjà une centaine d'euros à l'époque. Maintenant 100 euros c'est déjà un peu plus la norme. Voilà, alors un jeu qui propose vraiment des cartes magnifiques avec des illustrations superbes, des figurines aussi super top, même si le Wookie est un peu tordu là. Donc en plus on se déplace donc sur du territoire, il y a des soldats impériaux, il y a des Wookiees, il y a des Jedi, et on lance des brouettes 2D, et franchement, en plus j'ai commencé à peindre le jeu, donc là franchement il prend vraiment une meilleure dimension quand vous faites la peinture, parce que là je le vois pas peint, c'est un peu triste, c'est d'une grosse tristesse, mais voilà, j'avais pas tout peint quasiment, mais pas mal, les 3 quarts. Et le problème, c'est quand j'ai commencé à y jouer, c'est au niveau des mécaniques, c'est vraiment, je l'ai trouvé vraiment pas très intéressant. Je suis désolé. Pourtant, en plus, il est vraiment très fin dans le sens en plus où il propose un autre système de jeu, de confrontation avec des points. Donc, vous utilisez vos figurines, vous avez un budget de points et vous faites une confrontation. Donc, ça, c'est vraiment génial de proposer en plus d'être un jeu. Alors, normalement, ce jeu-là, il joue contre un Lord, c'est-à-dire vous jouez, un joueur va jouer l'Empire. Et les autres vont jouer les héros. Donc je crois qu'il faut au moins 2 héros. Donc si c'est en 1 contre 1, il y en a un qui jouera 2 héros, 3 héros. Donc on peut y jouer jusqu'à 5. Et donc il y a une superbe ambiance sur la table quand on est tous les 5. On est content de jouer du Star Wars, etc. On met la musique, on s'éclate. Voilà. Sauf que mécaniquement parlant, le jeu, j'ai vraiment pas aimé. J'ai trouvé qu'on lançait beaucoup de dés pour pas grand chose. Que les objectifs des missions étaient pas super.
Ouais, ça a pas pris et pourtant Star Wars j'adore. Pourtant vous avez des figurines comme ça, le TBTT si je me trompe pas, qui est super. En plus je l'avais peint, j'avais même peint le TBTT, donc franchement vraiment c'est d'une tristesse. Voilà, mais mécaniquement il m'intéressait absolument pas. Je voyais pas l'intérêt des missions, etc. Mais bon, peut-être qu'un jour je changerai d'avis en y rejoignant, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, le souci aussi, c'est que c'est un jeu de campagne, hein. Donc, bah voilà, faut faire 6, 7, 8 parties. Les scénarios sont pas toujours équilibrés en plus. Mais bon, en plus, alors ils ont sorti une version un petit peu sur tablette, enfin, c'est-à-dire pour jouer sans Lords, et donc vous pouvez jouer en solo ou à plusieurs contre la tablette, donc il y a des petits scénarios qui sont proposés, peut-être même une campagne, je sais plus exactement. Moi j'avais essayé de manipuler la tablette, je m'en étais pas sorti. En tout cas, c'est beaucoup moins intuitif que Voyage en Terre du Milieu, que Descente 3D ou beaucoup d'autres jeux. En tout cas, moi, voilà, j'étais pas très motivé et j'ai pas trouvé ça très simple d'utilisation. En tout cas, Voyage en Terre du Milieu, c'est très simple, c'est très efficace. Là, c'est un bricolage qui a été fait a posteriori du jeu, donc forcément. Mais bon, c'est super génial de le proposer. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Donc voilà, avec les dés bizarres de typiques de FFG et en plus, bon bah voilà, faut toujours racheter des extensions, du matériel, mais il y a tellement de beaux matériels, le thème est tellement prenant qu'on a un peu envie de les acheter, mais moi vraiment la mécanique m'a absolument pas accroché. Donc voilà, c'est des jeux où on commence à être un peu plus polémique. Autre jeu qui ouais, sursauté dans le sens où This War of Mine, donc c'est un jeu vraiment assez exceptionnel. Euh, je dis ça exceptionnel parce que thématiquement, il vous attrape vraiment bien aux tripes. En gros, vous jouez des réfugiés dans une ville en guerre, donc entre guillemets, vous êtes dans l'équivalent de Sarajevo pendant la guerre, et donc vous dirigez un petit groupe de survivants dans une ville ravagée où des groupes traînent, et on est entre le Mad Max et la guerre en Bosnie, donc vraiment un truc prenant, et en plus le jeu est narratif, et donc, vous avez un livret où, quand vous vous déplacez, bah, le livret vous dit, bah, vous faites telle rencontre, faites le choix A, B ou C. Est-ce que vous êtes sympa avec les gens? Est-ce que vous leur donnez de la nourriture? Est-ce que vous partez en courant, etc. Donc le jeu, j'ai vu que sur BGG le recommander en solo, et moi je persiste à dire que le jeu est très sympa à plusieurs. Donc vous jouez un petit groupe de 3 survivants, et donc bah, vous les envoyez un petit peu, bah, vous avez une carte principale qui va être un peu votre refuge. Et évidemment, toute chose égale par ailleurs, si vous ne faites rien, bah, vous allez mourir de froid, donc il va falloir commencer à construire des abris contre le froid, commencer à mettre des tables, des lits pour bien dormir. Et aussi des barricades. Alors je crois que c'était pour se protéger contre le froid, mais aussi pour se protéger des rôdeurs, parce que pendant la nuit, il faut que quelqu'un fasse le tour de guet. Donc vos personnages vont se fatiguer. Vos personnages vont aussi rentrer en phase de dépression, donc c'est géré dans le jeu. Vous avez un côté dépressif et ils risquent de se suicider, quoi. Rien que ça. Donc c'est c'est très très lourd. Mais le jeu est très bien fait. En plus, quand un de vos personnages se suicide, ça peut déprimer les autres et ils se suicident en chaîne. Donc ça m'est déjà arrivé. Donc d'une grosse déprime. Et donc effectivement, l'une des raisons pourquoi j'ai revendu le jeu, c'est que malgré que ce soit un jeu excellent, c'est que le jeu était super déprimant. Donc il était très réussi, mais vraiment trop déprimant. Et donc un dimanche matin, quand il y a du soleil, c'est pas le jeu que vous avez envie de sortir. Et j'ai envie de dire, c'est presque le jeu que vous n'avez pas envie de sortir parce que c'est trop triste, quoi. Et vraiment, la narration est super bien faite. Alors après, le souci du jeu aussi, c'est que le jeu est très très long, hein, c'est 4, 5, 6 heures, mais vous pouvez l'arrêter quand vous voulez sans aucun problème. Donc ça, c'est bien. Et ensuite, il y a peut-être une explication de règles qui est un peu bizarre, mais c'est-à-dire qu'on va vous expliquer les règles un petit peu au fur et à mesure du jeu. Donc finalement, bah, quand vous allez rejouer, vous dites ah bah oui, mais cette règle on me l'avait pas expliquée, mais les règles sont cachées dans la narration parfois, plus de ce que j'ai comme souvenir, hein. Donc après, il y a une ou des extensions que j'ai pas jouées qui ont l'air sympas, mais voilà, ce jeu est somme toute en termes de design excellent. Super bien prenant, vraiment rien à redire, mais bon voilà, c'est pas le jeu que j'ai envie d'y jouer tout seul, ou faudrait y jouer à plusieurs autour d'une table, mais bon, c'est un peu long, quoi, c'est 4, 5, 6 heures, donc faut y jouer en plusieurs séances, donc voilà, est-ce qu'on a envie de se jouer ce genre d'ambiance à plusieurs entre potes, pas sûr, mais voilà.
Après, voilà, le jeu reste vraiment, je persiste à dire qu'il est excellent. Voilà, alors un autre jeu qui a bien marché et que j'ai pourtant revendu, Azul. Il était sorti en 2017 et il s'est vendu, je pense, comme des petits pains parce qu'il s'est même vendu dans les Fnac, tout ça, toutes les grands distributeurs l'ont vendu. En plus, ils en ont sorti 4 versions, hein, donc quasiment un par an. Ouais, il est sorti en 2017, je crois. Et, euh, et en fait, oui, il a bien marché parce que le jeu est beau déjà. Le matériel est super chouette. Vous avez des petites ardoises, des azulettos, je crois qu'ils appellent ça, de différentes couleurs. Donc à la fois un petit jeu simple où vous prenez un jeton du milieu, ou vous prenez des jetons sur les coupelles, et donc vous les prenez par couleur. Donc plutôt simple à expliquer. Et le but du jeu, c'est de remplir un peu de son tableau. Certaines combinaisons sur le tableau rapportent beaucoup plus de points. Voilà, donc plutôt un jeu qui s'explique en 5 voire 10 minutes grand maximum. Très simple, mais pourtant très calculatoire quand on veut commencer à bien y jouer. Où il faut prévoir plusieurs coups à l'avance si vous voulez bien jouer. Donc, aussi, alors selon le nombre de joueurs, hein, pareil, hein, ça c'est un jeu en fonction du nombre de joueurs, on joue pas tout à fait pareil. Euh, et donc un jeu qui marche vraiment très bien. Alors je l'ai revendu parce que je le trouvais quand même un petit peu froid. Enfin, ouais, quand je dis froid, pas froid, je sais pas. Je dirais pas ça, mais finalement, ouais, trop calculatoire, un peu comme It's Wonderful World. On doit quand même bien réfléchir à ces petits coups si on veut bien les gérer, parce que finalement, il n'y a pas de surprise. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dés, donc chacun va prendre une couleur qu'il veut, soit au centre, soit une découpelle. Et souvent en plus c'est un jeu où le dernier à jouer peut vraiment se faire violemment prendre des points négatifs, parce que si sur votre tableau vous avez trop de jetons à poser, eh bien vous avez des malus. Et donc quand on joue bien, on essaie de pousser les autres à la faute. On essaye un petit peu de surveiller leur tableau. Alors c'est surtout valable à 2. À 4 c'est déjà moins le sujet, moins intéressant, mais à 2 on fait que ça, hein. On joue son jeu et on essaie de contrer l'autre, ce qui est normal dans un jeu à 2. Et à 4 vous avez beaucoup moins de contrôle, hein, pour le coup, et donc vous essayez d'anticiper pour pas vous faire avoir, etc. Donc un jeu peut-être un peu trop calculatoire pour moi, avec une tension forcément un peu constante. Et voilà, ça m'a pas plus tenté que ça, mais quelque part, des fois, je me dis que je me le rachèterais peut-être, parce que c'est un jeu à 2 qui est vraiment très simple à sortir, règle simple, et on fait sa partie vite fait. Donc voilà, pareil, ce jeu existe maintenant sur BGA, donc j'ai refait quelques parties. Voilà, donc vraiment le jeu Azul 1, hein, pour vraiment il est vraiment bien réussi, il a eu un succès limité, mais bon, après on peut pas avoir tous les jeux de la planète dans sa chambre, si je veux dire, ou dans son appart, donc voilà, il a fait partie des condamnés. Voilà. Euh, on va passer au dernier jeu de la revue, Cloud Spire. Alors vraiment, vous voyez, le jeu, c'est l'un des premiers jeux que j'ai présenté sur ma chaîne. Alors juste en version unbox, et vous voyez, super note 8,2, les critiques sont dithyrambiques, et pour le coup ça m'avait donné envie de le pledger. Donc je crois qu'il coûtait plus de 150 €, et en plus il y avait quelques petits goodies en plus, donc vraiment revendu pour... alors la boîte est énorme, le matériel est... alors superbe, moi quand j'ai fait l'unbox, je l'ai pas trouvé si bien que ça, mais le concept d'avoir des jetons de poker pour faire les monstres, etc. Donc là, sur la photo que vous voyez, tout ce qui est les petites tours en plastique, c'est des extensions, hein, donc déjà faut l'avoir en tête. Le jeu coûte déjà 150 €, donc ça fait quand même cher. Donc voilà, pour le coup vous avez un plateau de jeu fait avec du mousepad, hein, finalement, donc que vous allez assembler pour faire le plateau de jeu. Alors ce qui m'avait vraiment attiré dans ce jeu là, c'est le concept de pouvoir y jouer en solo, de pouvoir y jouer en coopératif et en compétitif. Donc ça vraiment, je me suis dit ça super comme thématique. Enfin, en plus, vous avez une partie... le jeu est très beau. Tout ce qui vous est donné comme aide de jeu sont sous des formats de plastique. Donc, c'est pas du papier, c'est un espèce de plastique. Et donc, c'est intachable, indéchirable, etc. Donc, c'est vraiment du bon matériel. C'est agréable de
manipuler des jetons. Après, le jeu n'existe qu'en anglais. Alors ils ont fait beaucoup d'efforts pour la thématisation, pour créer un monde, une ambiance. Chaque clan, il y en a 4 qui vous sont fournis à une vraie thématique, une profondeur. Alors si vous faites les campagnes solo, bah, vous allez faire, je crois, 4 scénarios pour chacun des 4 clans. Et en fait, le jeu est un peu comme un casse-tête, vu qu'il y a, enfin, il y a des dés, mais c'est vraiment anecdotique, enfin presque anecdotique, j'ai envie de dire. Et surtout, vous avez des pioches de lieux, de cartes. Et tout ça se joue un peu comme un tower defense. C'est-à-dire que vous allez avoir des hordes de monstres qui vont avancer par le chemin le plus direct vers la forteresse de l'autre. Et le but du jeu, c'est d'avoir suffisamment de forteresses pour vous protéger, pour tuer les monstres qui avancent comme des lemmings les uns derrière les autres. Donc il faut équilibrer entre votre recrutement et les tours de défense que vous allez faire. Alors quand vous êtes en confrontation, vous envoyez vos troupes, vous essayez d'optimiser au maximum votre race. Vous allez avoir un petit développement aussi de vos troupes et de votre forteresse, mais j'ai pas trouvé ça très terrible en vrai. Bon, voilà, je trouvais ça très mécanique. Il y avait des choix très limités, donc qui changeaient pas trop les jeux. Et donc c'est plus un jeu vraiment d'échecs, où vous allez jouer des coups, etc. Quand vous êtes en coop, vous avez des monstres qui vous arrivent et vous devez aider votre copain pour pas qu'il se fasse trop taper. Voilà, donc... Voilà, et en solo, vous avez les campagnes où des hordes de monstres vous attaquent et vous vous défendez et vous allez faire. Donc c'est vrai qu'en solo, le jeu est presque designé là-dessus. Moi j'ai bien aimé y jouer à 2. Par contre, finalement, pour ce que c'est, pour le prix, pour tout ça, pour moi ça valait pas le coup. J'ai préféré revendre un bon prix, parce qu'en plus il est relativement rare. Voilà, j'ai revendu, ça a fait le bonheur de quelqu'un, j'espère. Et voilà, franchement c'est un jeu qui était trop lourd. En plus j'avais un copain qui l'avait acheté, donc vraiment pas besoin d'y retourner. Donc, mais voilà, le jeu en plus était en anglais, donc ça facilitait pas forcément la compréhension, parce qu'en plus il y avait beaucoup de narration, donc forcément on passait un peu à côté du truc, même si c'était lisible, mais je trouvais que ça avait l'air bien écrit, bien illustré, donc c'était vraiment dommage de passer à côté, enfin en tout cas pas à 100% à mon niveau. Mais voilà, je trouve que pour ce qu'il offre, un jeu beaucoup trop mécanique, un peu trop froid, et un peu long d'ailleurs. Voilà, l'idée de me lancer dans des casse-têtes comme ça, c'était pas pour moi. Et puis finalement, je suis un peu revenu des jetons de poker. Bon, c'est bien, mais vous voyez, ça vous fait des gros tas. Là, vous voyez des gros tas de jetons. Alors, c'est censé... vous avez un peu les points de vie, les points de défense, tout ça par couleur. Donc, c'est plutôt simple à utiliser, c'est plutôt pratique. Mais non, plus de 150 € pour tout ça. Je préfère un donjon de crawler où il va y avoir des monstres, des créatures, ça va être beaucoup plus fun. Donc non. Donc voilà, revendu, un peu déçu par rapport à toute la hype qui en ont faite. Mais le jeu reste bien et je comprends qu'on puisse l'adorer. Il a des qualités indéniables, un design indéniable, des qualités, voilà. Mais non, pas à ce point-là, quoi. Franchement, pas à ce point-là. Voilà, écoutez, c'est tout pour ma revue de jeu. Donc, donc c'était plusieurs années de revente de jeux, des achats, etc. Donc, c'est vrai que le système, pour conclure, il est vraiment génial de pouvoir revendre ces jeux. Ça vous évite de stocker indéfiniment. Ça vous redonne un peu d'argent en plus, mine de rien, parce que quand on fait le résumé de tout ce que j'ai dû revendre, tant mieux, parce que ça m'a évité de perdre de l'argent sur des jeux que j'avais plus envie de jouer finalement, et ça m'a permis de racheter finalement d'autres jeux, donc c'est vraiment le top. Donc écoutez, si vous avez aimé cette revue des jeux que j'ai revendus, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, un petit pouce vers le haut, et si vous voulez aider la chaîne, n'hésitez pas à utiliser les liens que je mets en description pour l'achat de vos jeux. À bientôt, au revoir.